Voilà, c'est parti. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur l'épisode 2, tant attendu, avec François Bleuez, dans la suite Bonsoir. sur sur la santé, toujours, avec un nouveau chapitre qui démarre. Donc, je laisse François présenter le menu de ce soir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous nos Bonsoir. auditeurs. Alors ce soir, je vais présenter un peu la base sur laquelle ou sur lesquelles entre guillemets, je présente ce que je pratique pour ma santé et qui n'est en aucun cas un conseil ni financier ni de santé, mais voilà, qui semble quand même provenir de travaux qui sont, on va dire, qui sont des évidences après quelques siècles d'observation. On va parler un peu de ces travaux préalables. On va parler du microbiote, de son histoire et de sa conservation. On va parler aussi de la question du diabète ou du prédiabète de type 2 et des pics glycémiques et de l'impact sur la santé, puisqu'en fait, dans l'épisode 1, je ne me suis pas complètement présenté. Moi, je suis musicien professionnel, premier prix du CNSM de Paris, plus jeune élève entré dans l'histoire de la classe du Conservatoire de Paris depuis sa création. Et j'étais un petit peu doué en percussion. Et je me suis rendu compte que l'alimentation avait un effet sur le fait de bien jouer ou ne pas très bien jouer de la musique. C'est-à-dire que j'étais un petit peu au-dessus de ma moyenne ou en dessous selon ce que je mangeais, combien je mangeais ou à quel moment je jouais par rapport à l'horaire de digestion. Donc j'ai déjà déduit, avant même tous ces problèmes de santé, les effets des pics glycémiques et de ces effets de la surcharge dans le sang de matière que des fois, que ce soit au piano, le cul sur la chaise, à enfoncer les doigts sur un piano ou même au marimba ou sur un xylophone, en bougeant certes un petit peu plus, mais pas forcément énormément, eh bien on ne brûle pas forcément tous les sucres. On arrive au repas du soir en n'ayant ni envie de manger, ni faim, et ni le moindre besoin en termes de carburant musculaire. Ouais, très important, la nourriture. Et la phase dont dont on se nourrit, quoi. Voilà. Comme tu À disais la fois hier, la il y a des façon, cycles. Il y a des cycles, ouais, il faut respecter ces cycles. voilà, donc des cycles liés aux horaires, à la chronobiologie, à l'histoire des repas, mais aussi des choses qualitatives, on va dire. J'aimerais reprendre un petit peu les travaux de Weston Price, qui est donc un médecin qui s'est un peu consacré, on va dire, à une forme d'anthropologie médicale. Il a voyagé pour essayer de comprendre pourquoi certains peuples étaient exempts des maladies qui étaient apparues à partir de l'ouverture des comptoirs commerciaux, et il en a déduit certaines choses. D'abord qu'il y avait des déformations mâchoires, occiput, et puis finalement aussi les dents, les caries, etc. L'état à la fois dentaire et l'état mental, le remplissage des prisons et la criminalité qui étaient liés en fait à l'apparition des comptoirs commerciaux, lesquels amenaient le sucre blanc, déjà raffiné à l'époque, et aussi les conserves. Et donc, il en a déduit que le système de conservation, par la fameuse pasteurisation, le fait de chauffer, en fait, entraînait une perte de certains nutriments qui semblaient être essentiels au peuple, puisque quand il passait d'une alimentation traditionnelle à une alimentation basée sur ces systèmes de stockage, auxquels ils n'étaient pas habitués, eh bien, il y avait des fois une explosion des taux de malformation, mâchoire occiput et compression des cellules de Purkinje, nervosité, violence et tout ce que ça entraîne. C'est-à-dire que si jamais on manque de minéraux à travers les farines blanches, les sucres blancs, les sucres raffinés, ou même le riz non complet, tous ces modes de préparation qui modifient déjà l'équilibre de l'aliment que la nature nous propose, eh bien, il y a inévitablement un manque de matière minérale et le développement osseux et dentaire et toutes les pathologies et problèmes sociaux qui y sont corrélés se développent à outrance. Ouais, c'est fou. Alors, il y a aussi les peuples centenaires et les peuples qui ont une eau assez spéciale. Il y a les fameux peuples des Hunza, les peuples de Sicile, les peuples d'Okinawa, de certaines îles du Japon qui ont des nombres de centenaires élevés. Et là-dessus, il y a aussi eu des sortes de moyennes où un régime, on va dire, type a été identifié comme étant probablement à la source de leur longévité et de leur bonne santé ou de l'absence de certaines maladies de civilisation que nous, occidentaux, continentaux, subissons en général
avec nos supermarchés modernes et nos systèmes de conservation, qui parfois ont leur avantage, comme le frigo, évidemment, mais qui aussi ont leur inconvénient, puisqu'on est décalé des saisons naturelles, et puis qu'on n'a pas l'alternance qu'ont ces peuples primitifs, soi-disant primitifs, où en fait il y a un microbiote lié aux aliments d'hiver et un microbiote lié aux aliments d'été. Alors que nous, on a finalement un appauvrissement du microbiote de 30% et de 35% en variété, donc 30% en poids. Il nous manque 30% du poids de bactéries que, on va dire, certaines tribus d'Afrique ou certaines ethnies du Groenland ont naturellement, avec un mode de vie finalement assez limité en apparence et un mode alimentaire assez restreint pour certains, et finalement 35% en variété de probiotiques. Et c'est ce manque d'outils. Alors essayez d'imaginer que vous arrivez sur un chantier, vous devez construire une charpente, et puis vous arrivez avec une caisse à outils, et puis il y a un mec à côté de vous qui arrive avec une caisse à outils où il y a 30% de poids en plus, donc elle est 30% plus grosse, et en plus d'être 30% plus grosse, comme il y avait quand même de la place dans ces boîtes à outils, il a 30%, 35% d'outils différents de vous, en plus. Ah ouais, en plus, c'est compliqué. Voilà. Donc finalement, il serait mieux armé pour fabriquer cette charpente, et c'est le cas du microbiote. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont moins en apparence, ils ont plus en réalité dans le bide. Ceux qui en apparence ont moins dans la tête ou dans la technologie. Petite leçon d'humilité pour l'homme moderne qui pense être supérieur, mais pas au niveau du microbiome. Voilà. Et donc, c'est toute cette question aussi de la qualité des eaux, puisqu'on a pu avoir des caractéristiques sur les eaux des peuples qui vivaient longtemps, notamment des plateaux himalayens, des Hunza, que en fait certaines caractéristiques étaient très très importantes sur l'eau, et donc j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai oublié de dire simplement que comme aujourd'hui en Occident on a beaucoup de pesticides, de perturbateurs endocriniens dans l'eau, notamment des résidus de progestérone, du bisphénol A, tout un tas de saloperies, ou tout simplement les plombiers qui coupent et qui ouvrent des tuyauteries métal, des fois ils trouvent des épaisseurs de tare dans lesquelles c'est bourré de bactéries, etc., que ce soit sur Paris ou dans des eaux d'adduction. Donc tous les réseaux d'adduction c'est tellement pourri que Louis-Claude Vincent, d'ailleurs, de la bioélectronique de Vincent, était un spécialiste, ingénieur hydrologue. Et il travaillait sur les acheminements dans les réseaux d'adduction pour des villes ou pour même des cimetières ou des zones où il fallait quand même arroser les fleurs. Donc, en fait, il constatait à l'ouverture des problèmes d'entartrage liés effectivement à la minéralisation. Donc, j'ai parlé hier du fait qu'il fallait entre 30 mg et 120 mg de minéraux, mais il faut aussi évidemment les passer votre eau dans un charbon actif, genre une carafe Brita. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors il y a des fois des charbons actifs qui se mettent, qui sont très gros, qui se mettent sur le tuyau d'entrée, sous l'évier, et comme ça, on va dire, ça ne profite qu'à l'eau de boisson ou de cuisson. Ça évite de mettre le charbon actif à l'entrée de toute l'eau générale de la maison ou de l'immeuble, parce que pour la douche, ça ne sert pas forcément autant que pour la boisson, on va dire. Vu qu'il y a une usure et qu'il faut racheter des charbons actifs qui valent quand même 150 € la cartouche, à changer tous les 3-4 mois quand même. Voilà, donc après, j'ai aussi, dans ce que je vais vous présenter, j'ai quand même réfléchi en tant que consommateur à optimiser quelque chose que les professionnels ne font pas, c'est-à-dire le rapport faisabilité, acceptabilité dans le temps, prix dans la durée par rapport au consommable ou au définitif des solutions. Ou simplement en fait de remplacer une habitude par une autre ou un aliment par un autre, en sachant que le rapport entre ce qu'on va gagner par rapport au prix, au bio, au pas bio, ou à la quantité de sucre, finalement va être à notre bénéfice du point de vue du portefeuille. Et ça, c'est quelque chose que les médecins n'intègrent pas ou ne sont pas, on va dire, aussi intéressés que le patient qui patiente. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Oui, voilà, ça dépend un peu des médecins. Il y en a qui en font une rente, et puis il y en a qui sont tout à fait sérieux de ce point de vue-là. Et je pensais aussi donc aux travaux du docteur Laurent Schwartz, à savoir que lui, il considère par exemple le cancer comme une simple fermentation dans la cellule des sucres en milieu anaérobie, c'est-à-dire que la cellule se bloque du point de vue de l'entrée d'oxygène et utilise finalement les matériaux qu'elle a à l'intérieur, qui sont faits des résidus, et comme résidus du travail précédent, il y a du gaz carbonique, et finalement elle fonctionne par un métabolisme où elle essaye de brûler ses réserves de déchets, de toxines et de gaz carbonique à l'intérieur, et elle finit par fermenter en continuant d'absorber du sucre qui vient de l'extérieur, mais finalement en bloquant son cycle d'oxygénation
et donc en bloquant tout le cycle OX et RED, qui doit en fait alterner de façon journalière avec oxydation sur la journée, dans le mouvement, et puis réduction évidemment la nuit. Et pareil, oxydation en été et réduction l'hiver. Ce qui nous renvoie d'ailleurs un peu loin vers les légumes d'hiver qui sont plus enracinés dans la terre par rapport aux fruits de l'été qui sont plus ce qui a pris l'oxydation, ce qui a pris le soleil, et c'est pour ça que ça a fabriqué aussi des sucres. Donc, il y a aussi toute une logique saisonnière qu'il va falloir inévitablement intégrer et respecter si on ne veut pas aller à l'encontre tout simplement de ces fameuses phases et cycles naturels. Je voulais rappeler aussi un petit proverbe égyptien qui va faire sourire des gens. C'est que le proverbe dit que l'homme mange 3 fois dans la journée. Une fois pour se nourrir, une autre fois pour nourrir son médecin et une autre fois pour nourrir le croque-mort. Elle est excellente. Voilà. Effectivement. Et bon, on nous dit que les proverbes sont la leçon de l'histoire. Ouais. Alors, est-ce qu'il faudrait arriver à ne manger qu'une fois par jour? Moi, ce que je vois, c'est que c'est vers la cinquantaine. Voilà, vers la cinquantaine, tous ceux qui ont pu constituer leur corps finissent par manger quand même de moins en moins, entre autres à cause de la sédentarité ou du travail en position assez bloquée, assez assise, etc. Mais voilà, il y a, on va dire, depuis la naissance où il y a la peur du bébé de manquer, peut-être une peur aussi liée à l'histoire du Jardin d'Éden où, paraît-il, la femme d'un seul coup devait accoucher dans la douleur, alors qu'on sait que l'accouchement d'une femme, c'est quand même pas si facile que ça. Hein. Et surtout que le bébé, le cerveau, n'est pas complètement développé. Il lui reste encore, je ne sais plus combien, une vingtaine de mois avant d'avoir un véritable développement comparativement aux autres mammifères, comme la girafe ou le poulain, qui naissent et qui peuvent être pratiquement debout dans la seconde, ou le faon, la biche. Donc en fait, il y a apparemment soit eu un bidouillage, soit une expulsion de la zone de nos couveuses, on va dire, naturellement prolongées. Est-ce que, je ne sais pas, des femmes dans le passé, dans le Jardin d'Éden, étaient enceintes plus longtemps, ou pouvaient mettre bas, entre guillemets, avec plus de temps de maturation dans le ventre, et puis à partir du moment où il y a eu expulsion, il se peut qu'il y a eu peut-être rétrécissement de l'âge des générations suivantes, voire même de la taille, s'il y a eu des êtres un petit peu plus grands. Donc finalement, bon an, mal an, la nature s'étant adaptée, il se peut qu'il y ait eu un changement qui fait que l'homme gagne son pain, sa pain, la douleur en anglais, à la sueur de son front, et que la femme, elle, accouche dans la douleur. Que être chassé des fruits du jardin, à savoir, on en avait parlé dans l'épisode précédent, le fruit de la connaissance, mais aussi peut-être les fruits que l'on cueille, ou que grâce à la connaissance, en se déplaçant des lieux que l'on connaît, ou grâce au fait de suivre les saisons par rapport à l'inclinaison de la planète, on n'a pas besoin finalement d'autre chose que le jardin général de la nature. Finalement, c'était peut-être le fruit de la connaissance qui faisait que l'homme n'avait pas beaucoup besoin de travailler. Et puis à partir d'un certain moment, il a dû se fixer et arrêter d'être nomade, d'être pas fou, nomade. Et donc finalement, en se sédentarisant, il a cultivé plus des céréales avec le pain et pain, la douleur qui va avec ça, puisque l'apparition des caries est en lien avec l'apparition de l'agriculture, qui a une liaison avec le groupe sanguin A et après coup évidemment AB. Alors cette peur du bébé, en fait, on va la retrouver dans le problème de l'obésité et du diabète, parce qu'en fait, le bébé, quand il vient au monde, il a un manque de poids. Il a besoin de grandir et de grossir. Donc, il y a une sorte de peur naturelle et que tout le monde perçoit. Le bébé, il va avoir une phase de croissance très importante dans les premiers mois. Et puis après, cette phase ça va être une courbe en asymptote, ça va, on va dire, avoir une limite, et puis une croissance beaucoup plus lente et progressive par la suite, en termes de prise de poids, bien sûr. La taille, c'est un peu différent quand même. Et cette prise de poids, il va essayer de l'assurer complètement. Donc, il va être tenté de manger le maximum. Et cette peur, des fois, il va boire trop, il va régurgiter, etc. Donc, même des parents bienveillants vont devoir un petit peu le réguler de temps en temps si jamais il mange trop. Mais par contre, très souvent, on va lui dire quand même, petit, finis ton assiette. On va avoir toujours cet instinct que s'il mange trop, c'est pas grave, mais s'il mange pas assez, ça pourrait l'être. Ouais. Alors que dans notre civilisation où le manque a disparu grâce au frigo et à la logistique des supermarchés, ça commence à l'être beaucoup moins. Donc en fait, on pourrait être victime de notre peur. Et puis donc c'est une peur du bébé, c'est une peur de la famille qui va lui dire finis ton assiette. Et puis ça peut être aussi une peur civilisationnelle. Excusez-moi, j'ai des appareils dentaires, c'est pour ça que des fois aussi mon élocution n'est pas claire et parfaite. Et donc cette peur civilisationnelle, quand on regarde l'exemple des USA, qui sont d'une certaine façon les enfants de l'Europe, ainsi que l'Australie, on voit qu'ils ont beaucoup d'obèses, y compris les communautés blanches d'Afrique du Sud. Ce sont des civilisations jeunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant ? Prédation,
nettoyage ethnique, logistique. Et après, comme ils avaient justement des mètres et des mètres d'humus qui n'avaient pas été surexploités par les occupants précédents, ah bah tiens, on pourrait tirer sur le sol des quantités de nutriments pour nos plantes, faire des fermes gigantesques avec des tracteurs dont les pales font 100 mètres d'un côté, 100 mètres de l'autre ou 50-50, et finalement avoir une surexploitation, tout ça guidé par satellite avec le mec sur le canapé son joystick, et qui va épuiser le sol pendant 30, 40 ou 50 ans avant que le sol lui dise il n'y a plus grand-chose à tirer, là tu m'as épuisé. Parce qu'il y aura eu des siècles de repos. Et c'est à cause de ces siècles. Et donc, finalement, c'est encore la peur du bébé qui croit que le plus est un mieux. Puisqu'ils sont, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont 335 millions d'Américains. Et en fait, par rapport à la surface qu'ils occupent et les terres arables, on a quand même des doutes quant au fait qu'ils ne puissent pas se nourrir et qu'ils aient autant besoin de produire et d'exporter. S'ils étaient un peu prudents, un peu comme pour la soi-disant fin du pétrole ou du gaz, ils en garderaient un petit peu pour eux-mêmes au cas où. Hein. Pourquoi tirer autant et nourrir les autres peuples si on cherche autant à les détruire, comme ça peut être vu au niveau militaire? La meilleure façon de les détruire, c'est d'arrêter de les nourrir. Donc pourquoi exporter et se faire des devises? Ça peut paraître contradictoire. Donc il se peut que même cette peur du bébé, de la famille ou de la civilisation soit quelque chose qui finalement doivent susciter un travail intérieur sur de quoi on a peur à l'heure actuelle. Et en même temps, de comprendre que les obèses d'aujourd'hui sont les gens qui, d'après les diabétologues, d'après les médecins spécialisés, étaient en fait les forces de la nature du passé, parce que eux, ils arrivaient à générer dans la génétique familiale la capacité à stocker et donc à mieux résister aux périodes de disette. Donc c'était eux qui pouvaient rester les gens vaillants en période de disette, sur lesquels on pouvait compter et qui pouvaient, on va dire, garder des réserves que l'acidose du jeune allait un petit peu grignoter, mais qui, on va dire, auraient conservé plus de force naturellement que ceux qui n'avaient pas cette aptitude génétiquement transmise, génération en génération. Donc, en gros, le gamin obèse qui mange exactement comme tout le monde, comme les autres enfants, et qui, malgré tout, a quand même du surpoids, il y en a quand même, et bien en fait, c'était une qualité génétique du passé pour résister à la disette. Et aujourd'hui, ça devient un défaut parce qu'il y a la permanence de l'abondance. Voilà. D'où la méthode, l'intérêt des méthodes André Gernez ou des méthodes de jeûne intermittent, de disette momentanée, avec réduction à la fois calorique ou au moins un petit peu cétogène. Alors j'aimerais, si tu veux bien, que l'on passe des images, justement, puisque là on parle de la quantité de nourriture par rapport à la peur, combien on stocke et où est-ce que ça va aller et qu'est-ce qui se passe si jamais on ne l'a pas brûlé. J'aimerais que tu nous passes les images du site qui fait un très bon travail de colon-net.com. Ouais, et donc, je suis dessus là. Voilà, et donc si jamais tu peux même grossir certaines des images que je t'ai envoyées. Voilà, tout de suite, là, voilà. Tu les vois. Elles vont se grossir à l'écran. Et alors là, je les vois normales. Je sais pas si jamais, moi je les vois normales, mais peut-être que tu les vois grandes, je ne sais pas. Tu as raison, ouais, il y a un décalage. Alors, si jamais tu les prends sur le VK, à ce moment-là, tu les auras déjà agrandies, je pense. Et donc, vous pouvez voir que les gens qui font du nettoyage colonique, contrairement aux thèses des médecins qui disent que ça ne sert à rien, c'est payé très cher pour pas de résultats intéressants, quand vous voyez ce que vous sortez, pour avoir pratiqué un petit peu moi-même, alors moi, je n'ai pas sorti grand-chose parce que j'étais quand même on va dire encore très maigre et encore jeune quand j'ai fait ces choses-là, et que ça avait un sens, mais j'ai parfois sorti des matières que je ne savais pas, que j'avais probablement depuis 10 ou 15 ans à l'intérieur de mes intestins. Et pour sortir ces matières, il y a des protocoles, on va dire, indécrottables, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu arrives à les afficher ou pas? Attends, Attends, il faut que je fasse importer, donc je vais importer les fichiers. D'accord. Ah oui, il faut que tu passes par l'importation. Ouais, je suis obligé de passer par là. D'accord. Alors, je vais parler un petit peu d'autre chose en attendant qu'elles arrivent. Continue. Donc, voilà, pour revenir à des considérations générales par rapport à la thèse du docteur Schwartz, où on va dire le cancer et finalement les maladies de civilisation sont liées souvent à une simple fermentation des cellules, fermentation qui ne devrait pas avoir lieu. En bioélectronique, on a considéré de la même façon qu'il y a un potentiel entre le liquide à l'extérieur des cellules et le liquide intracellulaire, donc qu'on appelle le milieu intracellulaire, et que ce différentiel en volts
enfin en millivolts, doit être de 100 millivolts. Et en fait, plus l'encrassement sanguin, intestinal et le vieillissement se fait dans la vie, plus au fur et à mesure, en fait, ce potentiel de 100 millivolts baisse à 80, 60, 40, 20, et dans le cas où il arrive à 0 et s'inverserait même de sens, et à ce moment-là, on passerait dans une cellule qui est extrêmement riche en déchets, et déchets qui se seraient concentrés dans le noyau qui aurait donc grossi, qui aurait pris trop de place dans la cellule, et qui, à cause du resserrement entre la distance de l'extérieur du noyau et la membrane, aurait réduit aussi le différentiel en millivolts entre le noyau et la membrane. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un condensateur. Un condensateur, il doit avoir une certaine charge entre deux plaques, et si jamais on rapproche trop les plaques, il peut pas garder la même charge. Ça va finir par faire des étincelles s'il y a un peu d'humidité, voilà, entre les plaques. Donc en général, les condensateurs d'électronique, ils ont un air qui n'est pas humide, c'est protégé d'humidité. Mais voilà, il faut voir ce système dynamique comme un système où on maintient une charge de 100 millivolts, et la plupart des gens ne sont pas à 100 millivolts entre le milieu extra et intracellulaire, mais sont descendus pour la plupart entre 20 et 60. Voilà. Et ceux qui arrivent à se maintenir à 100, ce sont véritablement des talibans de l'hygiénisme Marcheseau, Gernez, Gerson Kelly et tous ces hygiénismes des années 20, 1920 aux États-Unis, où en fait les meilleurs diététiciens et nutritionnistes ont développé ces approches, même Pauling, on va dire le promoteur de la vitamine C. Et en fait, si on n'arrive pas à maintenir ces 100 millivolts, eh bien on passe aussi dans le stade cancéreux. Mais le problème du docteur Schwartz, tel qu'il s'exprime à la fois dans son livre et dans les entretiens qu'il fait aux radios, c'est que pour lui, on a compris d'où vient le problème au niveau cellulaire, quelles sont les substances comme le CDS ou le MMS, le dioxyde de chlore, ou le bleu de méthylène, ou des substances qui peuvent réoxygéner la cellule, ou l'eau dont tu m'as parlé, l'eau hydrogénée qui va lâcher un oxygène. On peut trouver des mécanismes d'oxygénation qui vont compenser ce problème. Mais moi, ce que je soutiens avec les médecines traditionnelles, ayurvédiques et bioélectroniques, c'est qu'en fait, c'est toute la charge de toxines, de dioxines, de perturbateurs endocriniens, de polluants divers, voilà, de toutes les formes d'encrassement, de déchets aussi endogènes et exogènes, dont les métaux lourds, qui en fait se sont accumulés et n'ont pas trouvé un moment, une chaleur, une transpiration, les pieds, la négativation par le sol, la sudation, les heures de sport prolongées qui permettent des fois, quand on dépasse les 3/4 d'heure, là il y a un phénomène d'évacuation, et en dessous, si on ne fait pas du sauna, on n'a jamais d'évacuation. Donc passer 15 ans sans faire de sauna ou sans faire à un moment plus qu'1 heure de sport, c'est une folie pure. Parce que les systèmes lymphatiques, les systèmes capillaires, les fascias, etc., ont besoin de se drainer et ont besoin de mouvement. Et pour le système lymphatique, par exemple, il va y avoir besoin de certaines circonstances pour qu'il y ait un nettoyage vraiment opérationnel. Voilà. Hors du mouvement, par exemple, point de salut capillaire, point de salut sur l'irrigation des fascias, et point de salut pour le système lymphatique, par exemple. Et c'est la même chose pour les pieds. Hors d'une transpiration, de la marche, du mouvement, des phénomènes de pression, etc. Point d'évacuation des métaux lourds qui vont rester, qui vont générer les varices. Et donc, tu as trouvé là l'image. Oui, voilà, oui, on va en passer quelques-unes. Il y a un exemple. Voilà, et, donc ouais, donc là, c'est un exemple de quoi? C'est des intestins, ça? C'est ça? Alors, en fait, ce ne sont pas des intestins. C'est la fameuse paroi double que les bactéries construisent à l'intérieur de l'intestin pour éviter de tuer les gens en laissant les matières que les gens mangent aller dans le sang, parce que sinon, ça ferait trop. Et ils ont déjà 10 repas d'avance, plus 40 bouées d'amour. Quand tu commences à avoir 40 kilos de bouées d'amour en trop, et un sang qui est toujours, non pas au fameux 210 ohms de résistivité, mais seulement 150, 130, 120, parce que tu es surchargé, soit tu fais la saignée, soit tu nettoies, soit le ventre, il dit, bon, stop, tu veux te faire plaisir en mangeant, mais voilà, on va virer toutes ces matières, on va les mettre sur le côté, et finalement, elles vont plus aller dans le sang. Et les bactéries, finalement, sont des parasites, dans le sens qu'elles protègent le site. Voilà, elles créent un tunnel.
J'en Voilà, mettrai d'autres au montage, mais au là, pour montage, l'instant, voilà. pour ceux qui sont en pleine digestion, là, c'est pas le moment de Voilà. regarder ça. Donc il faut imaginer comme si vous étiez dans un tunnel sous une Mmh. montagne et puis, il y aurait eu, par exemple, plein de camions qui seraient passés, qui auraient lâché des Mmh. matériaux et ceux qui Ouais. veulent passer après sont gênés. Alors il y en a Bah qui oui. sont très dévoués, ils vont prendre une truelle, un peu de colle, ils vont les balancer sur le mur, ça va en floquer et c'est comme de la mousse floquée, mais ça va faire que le Oh là là. tunnel va être de plus en plus petit parce Ouais, qu'il y ouais. a de l'épaisseur sur les parois du tunnel et puis même sur la route. Après on va rouler sur des tonnes de déchets, mais c'est pas grave, on passe quand même et on doit rouler 4 fois moins vite et au final, ça finit par faire, un On est blocage. Donc constipé. On est constipé après. et C'est ben, ça? comme le dit le mot, con, ce type est. Ce type est con de manger s'il y a, autant de matière où l'autophagie pourrait, Ouais, finir par exactement. grignoter tout ça. Et C'est moi, fou. quand j'ai fait ces pratiques, d'irrigation colonique, eh bien, des fois, j'ai dégagé une petite plaque qui devait faire, comme ça 8 centimètres et je me dis: «Mince, Mmh. j'avais ça» et depuis combien de temps? 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Mmh. peut-être? Ouais. Et je me suis dit: «Zut alors». Voilà. Alors Et est-ce que c'est hier, des produits? tu parlais de Thierry Casasnovas. C'est lui, à l'époque, il avait prôné le fait de se nettoyer le côlon. Il avait fait l'expérience. Il avait dit que Oui. c'était super. Ah, c'est intéressant Donc, de le faire une ça fois de peut être temps en temps une fois, ouais. et avec, soit encadré par quelqu'un qui connaît le sujet, Mmh. parce qu'il ne faut pas faire un choc homéostasique, en vidant trop de matière Ouais. et trop de matière du moment, c'est-à-dire Mmh. qui sont dédiés à être, à nourrir le sang, parce qu'après il faut quand même, voilà, éviter d'avoir des symptômes de fatigue ou Mmh. des pertes des vertiges, voilà, donc ça peut être un petit peu, il ne faut pas reprendre le volant après tu aller faire ça dans un centre et puis Ah reprendre la ouais, c'est voiture. sûr. Voilà, parce que par exemple, moi, Ça doit être j'ai voulu fatigant, ouais. tester. En fait, il y a une logique si on veut préparer ça, il faut faire, heu, un Un jeûne de jeûne? Un 3 jeûne, ouais. jours un jeûne de 3 jours alimentaire, Mmh. puis un jour à un jour et demi de jeûne sec. Alors c'est D'accord. difficile le jeûne sec. Moi, quand j'ai fait Mmh. un jeûne sec, bah, là, il y a à peu près un mois, j'ai fait, j'ai bu, 1/4 de la flotte que je bois quotidiennement pendant 2 jours Mmh. et après j'ai fait 24 heures, net, sec. Donc ça Ouais. m'a fait l'équivalent de 2 jours. Mais j'ai quand même fini Mmh. par avoir des vertiges et je me suis dit: «Bon, Mmh. pour éviter de tomber ou quoi, voilà, on va pas Ouais. forcer la mule, il faut expérimenter ça tranquille» et après donc je me suis fait, voilà, je me suis fait autre chose, je me suis fait de la thermothérapie différentielle, mais ça fonctionne aussi, ça nettoie correctement, mais moi, mon intestin, est très propre. Oui, il est propre, ouais. Voilà. Mais si jamais j'avais, par exemple, 40 kilos en trop, bah, on retrouverait ces matières à Mmh. l'intérieur et puis il y a d'autres Ouais. matières que l'on va voir, que je t'ai mis aussi en image, si jamais tu Mmh. peux en télécharger quelques-unes ou simplement Mmh. présenter la vidéo d'Alex Orbito à l'écran et pour Ouais. ceux qui iront voir donc cette vidéo d'un guérisseur philippin, lui, c'est un guérisseur philippin qui a été expertisé par des scientifiques de haut niveau et dans plusieurs disciplines et il a été vraiment fouillé pour être sûr qu'il n'amène pas, que c'est pas un prestidigitateur et lui en a la certitude, parce qu'il y a des journalistes qui ont quand même passé 10 ans à enquêter sur le bonhomme, pour se prononcer et des scientifiques qui ont passé aussi du temps et qui l'ont fouillé avant ses manipulations et donc lui, il ouvre avec les doigts, j'ai bien regardé, les ongles sont pas extrêmement Ouais, pointus, hein, ouais, il a ouais. pas Je vais voilà, le il ouvre le ventre avec les doigts. Alors Attends, je parfois vais c'est au niveau du nombril, parfois c'est en dessous du nombril, parfois quand les douleurs sont au niveau du thymus, du plexus, eh bien il va sur les zones. C'est pas toujours, on va dire sur la zone du nombril, hein, c'est pas la facilitation d'un trou, quasiment naturel du nombril, non, des fois c'est vraiment décalé et puis il sort des matières qu'il n'a pas amenées, parce qu'il a été donc fouillé avant. tu veux qu'on le mette là? Alors Vite non, fait? Non? Pas trop? sinon ça pourrait striker si jamais il y a des Ah ouais, vaut droits mieux sur la pas. vidéo. Ouais, vaut mieux pas. Oui, je pense qu'il D'accord. vaut mieux soit montrer cette vidéo et puis on la mettra en lien au Ouais, vaut mieux montage. que de mettre le lien, ouais, ouais. Voilà et sinon, si jamais tu arrives à télécharger une des images, voilà, montrer qu'il arrive à sortir des choses qui, là, sont à l'extérieur du ventre. C'est-à-dire qu'il Mmh va mh. à l'intérieur du ventre avec sa main, comme un chirurgien, mais il fait ça à la main et puis il masse un peu, il fait gicler du sang noir, du boudin, une sorte de saleté, quoi et D'accord. puis il sort des matières qui se sont Mmh. agglomérées comme des sortes de caillots, mixés parfois avec des fibres et parfois sur un enfant dans la même vidéo, à la fin de la vidéo en question, un enfant, il fait ça dans le cou. Alors il va mettre son doigt, il ouvre un peu le cou et puis il Voilà. sort un petit truc Là, qui vous est le dans le voyez à cou d'un l'écran, là. enfant. Mmh. Donc ça, là, il Voilà. vient de sortir ce que tu viens d'expliquer, là. Voilà, il sort des matières et parfois il y en a un peu, moyen, beaucoup, à la folie, passionnément, Attends, c'est pas ou filamment. celle-là. Bon, celle-là aussi. Donc Attends, sur le ventre, c'est souvent du boudin, du sang noir, avec quelques fibres. pourquoi je vois pas là? Attends, je reclique dessus. Non, ça veut pas s'ouvrir.
Non, mais c'est pas Bizarre. grave, c'est pas grave. Les Je gens, vois ils pas iront voir les. la vidéo. Ouais, ouais. J'arrive pas à les ouvrir, ils sont là, non. Bah, c'est pas grave, les gens, ils Ouais. iront voir la vidéo s'ils veulent Mm. faire des recherches. Bon, c'est juste pour vous dire que, on va dire tous ceux qui ont des kilos en trop, qui ont eu des années sans hygiène, qui ont eu des Mm. périodes où ils ont beaucoup plus mangé que bougé, et ben, il faut qu'ils se disent qu'ils ont, ça peut-être à 10 à 5 à 30 ou à 100 ou plus. Et que même les gens comme moi et toi, Hervé, nous avons Mm. ça à 1 ou 2 et que si on Oui, fait on pas a un gaffe, minimum. Ouais. voilà, on en a un minimum et il faut Mm. sans arrêt les attaquer par l'acidose du jeûne. Voilà, Mm. l'acidose qui va dans le sang, hein, sanguine, je parle, hein. L'acidose sanguine, Mm. c'est-à-dire le fait de rien manger, d'avoir un RH2 qui tombe et une acidose qui va aussi vers du côté acide, quoi, le sang qui se désalcalinise. Et comme il y a des Mm. moments où c'est encore plus profitable pour attaquer ces matières, eh bien, c'est le matin où on Mm. a le sang et les humeurs les plus acides. Mhm. Donc en fait, si on doit, on va dire, augmenter le cycle, c'est là où on va aller aussi sur le sujet du microbiote et du diabète. C'est qu'en fait, il y a un moment où cette acidose a le plus d'efficience. Évidemment, c'est quand le foie a pu faire son travail qui commence en général à 1 heure du matin. Il a pu commencer à épurer complètement le sang. Et si on lui rallonge d'une heure ou deux ou de trois ce moment propice, ça va être Mm. au printemps, le nettoyage du printemps. Nous, on a le carnaval au printemps avec le carême qui suit. Mhm. Et puis ça va être évidemment le matin. Donc c'est sur le cycle. Si vous regarderez mes vidéos chez Amédecine sur la bioélectronique Mm. et les origines de la médecine où j'explique ces cycles en bioélectronique. Donc il y a des moments. Et ce moment-là, on pense aussi que c'est un moment lié à la chronobiologie du chasseur-cueilleur. Parce qu'il y a une logique si on admet, en admettant que l'homme découle d'un simple processus évolutif. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que sur l'œil, la théorie darwinienne ne fonctionne pas. Il y a un dessin Mhm. intelligent qui n'est pas lié à l'évolution spontanée. Donc voilà, il y aura les partisans de l'un, de l'autre ou du mix des deux. Mm. Sur le chasseur-cueilleur, en admettant que ce soit vrai, en fait, le chasseur, il se réveille. Donc déjà, il faut qu'il se lève. Là, il faut qu'il se dérouille un peu, échauffement et tout, qu'il prenne sa lance, son arc, ses flèches, son machin, et qu'il court et qu'il se divise. Et que pour des raisons opérationnelles, il chasse en tribu, parce qu'une bête, Mm. ça se conserve pas longtemps. Donc on chasse en tribu, mais Mm. on chasse par groupe de 3-4, et puis on fait 5 ou 10 groupes de 3-4, et on se retrouve au bout de 5 ou 6 heures de chasse, et on retrouve à 13 heures de l'après-midi avec la bestiole, on la cuit en fonction Mm. de ce qu'on a trouvé, et on se donne rendez-vous. Alors il y a même des peuples qui arrivent à se donner rendez-vous par télépathie. Et ça a été vu sur des peuples australiens. Ouais, Voilà, c'est ils fort. arrivent en fait, ils se parlent pas avant de partir et on observe qu'ils se donnent des rendez-vous et c'est pas lié au jour. Genre, on est lundi, le lundi, on se donne rendez-vous là. Il y a vraiment une sorte de communion d'esprit. Et comme ça, s'il y a un des groupes qui a une bête et les 3 ou 4 autres groupes n'ont pas eu de bête, eh Mm. bien, il y a quand même quelque chose à manger pour tout le monde. Et en plus, c'est pas perdu. Si jamais la bête elle est grosse, ça nourrit tout le monde. On n'est pas Ah oui. obligé de faire du jambon fumé ou des systèmes Mm. de conservation complexes. Donc voilà, cette psychologie du chasseur-cueilleur veut que l'on brûle son énergie le matin Mm. et que finalement, on ne mange pas avant une certaine heure. Eh oui. Et aussi, qui dit que l'on ne mange pas avant midi ou 13 heures, eh bien fait que le principal de la charge alimentaire arrive à partir de 13 heures. Et selon combien on va en manger, si on va manger en 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on est cueilleur, et qu'on trouve quelques baies, quelques fruits, quelques petites choses, en fait, comme le fruit, lui, il a la gentillesse de ne pas bouger, et nous, on a la gentillesse d'avoir repéré dans les jours ou les semaines qui précèdent, en fonction de dans quel état est le fruit, quand est-ce qu'il risque d'être mûr en fonction de la météo, on sait se diriger vers les zones, et donc on peut l'anticiper, et donc on y va en tant que réserve. Si on n'a rien chopé en bestiole, on va dans les zones où on suppose qu'on aura de la cueillette. Et Mm. donc, le fruit devient une sorte de nourriture de complément de la fin d'après-midi. D'accord. Donc, cette Mm. chronobiologie du chasseur-cueilleur, si tant est qu'elle soit réelle, hein, je n'ai pas les vidéos de moins 80 000 ou moins 300 000, mais Mm. si tant est que ce soit vrai, que ce soit comme ça que l'homme se soit développé à la base, puisqu'on quand même, on retrouve beaucoup de harpons ou de flèches, de pointes en Mm. silex. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'humanité quand même qui s'est adonnée à ces petits jeux-là, avec les Mm. poissons ou avec les animaux. Eh bien, Mm. elle implique que le moment où le pancréas va faire un effort, ça Mm. va être inévitablement entre 11 heures du matin et 19 heures le soir. Pourquoi 19 heures? Parce qu'à partir du moment où le soleil se couche,
Eh ben, si jamais tu cueilles une pomme et qu'il y a un petit peu de flatuline, tu sais que c'est une toxine très violente. Des fois, il y a des bestioles, tu risques de manger un insecte qui est sur un fruit, donc tu ne vas jamais prendre le risque de manger une toxine ou un insecte qui pourrait te piquer dans la gorge et t'étouffer ou je ne sais quoi, parce que ou voilà, sinon il faudra la frotter, mais tu peux te faire piquer. Donc, il y a des risques qui ne valent pas le coup d'être pris une fois que tu n'y vois pas ou pas bien. Et oui, c'est ça. Donc, À il y a cette une époque-là, logique ouais. adaptative. Mmh. Et en plus, tu as dû prévoir d'être à l'abri des bestioles et donc d'être rentré avant même le coucher. Et oui. Dans des zones où tu sais que les bestioles, elles ont du mal à monter sur tes paillasses ou tes hamacs ou tes lits en hauteur dans les arbres ou je sais pas quoi, tu vois? Mmh. Donc il y a un côté organisationnel qui est assez inévitable et qui fait qu'on ne mange plus de sucre après 19h. D'accord. Donc le diabète s'évite naturellement en ne déjeunant tardivement ou Mmh. de façon très petite et plutôt salée plutôt que sucrée le matin, plutôt salé, protéiné et gras et très peu de Mmh. glucides. Si jamais on doit partir au travail ou qu'on veut avoir un petit encas, on mange du gras et des protéines, genre du fromage, de la feta ou un fromage, frais au lait cru ou des choses comme ça avec des bactéries dedans. Mais, Mmh. on évite toutes les formes de glucides, surtout les glucides rapides au goût, mais même, des grosses tranches de pain en quantité, c'est complètement aberrant. Le pain et Mmh. la confiture, le pain blanc, voilà, l'index glycémique du fait que c'est Ah ouais. raffiné, il augmente, le mode de préparation, si c'est pas au levain, c'est pareil et s'il y a pas de fibre, la fibre, elle fait un tampon qui peut aller jusqu'à un facteur 75 sur un repas, hein. Faut quand même Mmh. avoir, comme ordre de grandeur qu'à chaque fois que vous mettez, par exemple 2 cuillères à soupe de levure dans un plat de riz, bah, même si le riz est un index glycémique, un riz blanc a un index glycémique 90, eh bien vous allez, lisser le pic glycémique de façon à ce qu'il soit 4 fois moins, virulent pour le pancréas et finalement le diabète venant de la fatigue pancréatique, en liaison avec ces pics, il va y avoir des stratégies que l'on, va pouvoir, mettre en place sur ces problématiques de pic glycémie. Est-ce que tu peux montrer la dernière vidéo ou mettre le lien simplement que je t'ai envoyé concernant, la jeune, fille blonde qui, nous parle un petit peu de son bouquin sur la glycémie? Alors que je vais résumer en 3 minutes, ça vous évitera de voir la totalité d'une vidéo. C'est Face, non, ça C'est s'appelle comment? la dernière vidéo d'une dame blonde là, que je t'ai mis sur VK. Celle qui est en robe blanche, là? Alors attends, je la cherche. Celle qui est avec un monsieur qui est habillé en jaune. Elle est en bleu, à Elle est 18h30. C'est Dialogue, voilà. À 18h30, je te l'ai envoyé. Ah oui, tu parles de je crois que tu parlais du time code, d'accord. Non, À 18h30. 18h30. Voilà, c'est glucose, attention, mensonge. Ah oui, attention mensonge, c'est ça, ouais, Voilà. d'accord. Donc en fait, cette femme a eu un Et ça, tu parcours veux qu'on la médical. passe, c'est ça? Non, On non, n'aura non, pas de non, juste que problème? tu la présentes ou que tu la mettes en lien pour que les gens, s'ils Ah ont oui, d'accord. 1h30 à passer, aillent lire son livre et regarder la Mmh mh. vidéo. Mais sinon, en 3 minutes, je vais résumer ce qui est exploitable de ces recherches et je vais les compléter ou Mmh. les affiner un peu. À savoir que en fait, il est possible d'avoir un effet préventif sur le diabète de type 2 et d'aider aussi le diabète de type 1 et d'éviter surtout aussi un nouveau diabète qui s'appelle en fait le diabète de type 3. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de diabète puisqu'elle est corrélée à la problématique des pics glycémiques. Et que dans le diabète de type 2, alors qu'on a critiqué l'État qui a monté les fameux seuils de glycémie, là, qui les a abaissés de 1,40, je crois que c'est passé à 1,20. En fait, on a dit, bah, l'État a fait ça pour faire plaisir au labo, au col labo. Mais non, c'est que la réalité statistique, c'est qu'il y a des gens qui ont le diabète de type 2 qui est directement imputable à des pics glycémiques qu'ils ont du mal à gérer. Et il y a des gens qui ont ces mêmes pics glycémiques mesurés avec les appareils de mesure de pics glycémiques, mais qui n'ont pas encore le diabète, mais c'est sûr que dans 5 ou 10 ans, ils l'ont. Mmh. Donc, ça veut dire qu'ils vivent pas bien, qu'ils brûlent pas leur sucre, etc. Là, c'est pas l'État qui a déconné pour remplir les poches des labos avec la metformine ou les médicaments voilà, de confort diabétique. Non, non. Mmh. Donc en fait, voilà, cette femme a eu un parcours où elle a été obligée, comme je l'ai été moi pour la musique, de constater que les pics glycémiques et son état, étaient corrélés. Mais elle, c'est allée jusqu'à des problèmes de sommeil, des problèmes de santé graves et puis elle a eu un accident, dans une cascade. Je crois qu'elle a du métal dans le corps, donc elle a eu des douleurs, des choses, on va dire, où son corps, lui montrait, de façon plus forte et plus virulente qu'à moi, simplement avec mes fausses notes dans la musique, le résultat opérationnel du fait d'avoir mal géré le rapport entre apport glycémique et brûlage, consommation ou le fait d'aller manger un nouveau repas alors qu'on n'a pas terminé de brûler le précédent. Mmh.
Et donc, elle a trouvé des stratégies pour comprendre le problème et le corriger, y compris en Mmh. mangeant la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça Ah oui. oblige pas forcément à arrêter de manger tel ou tel aliment. Il peut y Mmh. avoir, par exemple, un ordre. Alors, par exemple, dans le problème aussi de la dépendance, pourquoi on est accro au sucre ou au coup de Mmh. boost? Eh Mmh. bien, c'est parce que ça fait produire de la dopamine, le fait d'avoir du sucre le matin. Ça nous donne comme une sorte de coup de fouet émotionnel. Mmh. Et Mmh. cette dopamine, on a testé chez les souris, voilà, si jamais elles appuient sur une manette qui leur déclenche par des électrodes des afflux de dopamine, eh bien, en fait, elles continuent à appuyer sur un bouton comme les mecs à Las Vegas pour le 777 et C'est jusqu'à ce qu'ils ça. sortent. Et Ouais. elles finissent par mourir si on les arrête pas, hein. Elles mangent Mmh. plus, elles vont plus aux toilettes, elles font plus Ouais. leurs besoins, enfin, c'est la folie, quoi. Elles sont Mmh. droguées à la dopamine. Donc C'est en ça. fait, l'être humain, il a eu l'habitude aussi d'avoir le phénomène récompense par la dopamine, puisque quand il arrive à avoir du sucre ou des éléments de base pour faire son glycogène, eh bien, il y a le cerveau qui dit: «Ah super, content, bravo, tu as eu ta proie, tu as eu ton fruit, tu as trouvé, tu es pas con». C'est une sorte d'auto-félicitation d'avoir réussi à maintenir le corps en vie. Mais ça, c'est Mmh. dans un contexte où il y a une certaine rareté ou quelques kilomètres à faire avant d'aller choper un ananas. On a repéré de Mmh. loin, tiens, l'arbre, il correspond à tel truc. Alors on va faire 2 kilomètres, on le chope, on va. Oui, il y a beaucoup de glucides, mais on a brûlé par la marche pour y aller Oui, dans les muscles des on l'a sucres mérité. résiduels. Et après, il faudra revenir à la case bas. Donc Bah oui. finalement, il y a une sorte d'équilibre. Et après, on Mmh. va gérer des fois des flux de déplacement sur les mois ou les cycles des saisons en tant que tribu nomade. Et puis on installe son tipi comme les Indiens. Donc il y a une fatigue. Et voilà, il y a des cols à passer des fois quand, Mmh. quand on va chercher sa bouffe ou des herbages pour les brebis, etc. Donc Mmh. c'est pas de tout repos non plus d'être berger de montagne ou je sais pas quoi. Voilà. Ah oui. Donc même avant le groupe B berger, voilà, il y a des déplacements. On pourrait aussi être chasseur et suivre comme les Indiens les troupeaux de bisons, etc. Mmh. Donc en fait il y a des phénomènes de consommation. Donc cette dopamine n'est pas stupide de nous dire bravo et de nous droguer avec l'impression d'avoir réussi. Parce que voilà, c'est un moteur pour se maintenir en vie dans la Mmh. recherche. Voilà, et on va dire que la biologie n'est pas encore adaptée à nos capacités logistiques intellectuelles, puisqu'on a pu faire une logistique du territoire et un Mmh. aménagement du territoire qui font qu'aujourd'hui, cette dopamine, on pourrait dire au créateur, bon, bah, là, pour un siècle ou deux, tant qu'il n'y a pas une bonne guerre mondiale trop hardcore, tu peux nous la mettre en veilleuse de 80%, que ça nous ferait du bien. Voilà. Il y en Mmh. a qui le font peut-être avec le chichon ou autre chose. Ils trouvent leur façon d'éviter d'avoir besoin de la dopamine. Et Ah. finalement, à l'échelle d'une vie, peut-être qu'ils sont gagnants sur le point de vue du diabète, de certaines Mmh. pathologies, hein. Quand bien même il y Mmh. aurait trop de THC dans la bœuf, bon, moi je consomme pas de ces choses-là. Mmh. Bref, et donc elle a trouvé cette nana des choses que moi j'avais aussi trouvées intuitivement. Et plus Mmh. j'écoute des conférences de spécialistes de ces sujets, plus je m'aperçois que tout ce que j'avais trouvé intuitivement se confirme, voire Mmh. s'affine, mais voilà, donc il y a l'ordre du repas. Dans un repas, quand vous commencez avec des crudités et des légumes, Mmh. si après vous mangez les protéines et après la part de féculents, tout en étant quand même modéré sur le rapport féculent-protéines en poids, il n'y a pas besoin de manger un poids de féculents qui serait 3 ou 4 fois supérieur au poids de protéines, hein. Ça Mmh. doit s'équilibrer. Parce que déjà dans les légumes, il y a un petit peu de sucre dans beaucoup de légumes, Mmh. même si c'est modéré pour certains, comme le brocoli, ça va Mmh. être très faible. Mais voilà, il y a des légumes où il peut y avoir déjà un haut taux de sucre. Donc le fait de manger des légumes avec des fibres, des crudités avec des fibres et le fait de mettre un peu de vinaigrette. Alors moi, elle dit qu'on va aller jusqu'à une cuillère à soupe en entrée de repas. Moi, je trouve ça quand même beaucoup, même si c'est une stratégie, mais vu ce que ça fait sur les muscles, c'est pas du tout mon conseil. Un peu de vinaigrette sur des carottes, une petite salade et un Mmh. filet d'huile d'olive, ça peut suffire à avoir un phénomène qu'elle explique dans sa vidéo qui fait qu'il va y avoir des décharges mutuelles de sucre qui vont stimuler l'envie de bouger après le repas, etc. Et finalement faire de la place pour les nouveaux sucres entrants. Et Mmh. aussi, le fait de respecter cet ordre au niveau du bourrage vers le pylore, ça va permettre que les fibres, moi j'utilise donc, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'utilise Mmh. beaucoup de levure parce qu'il y a 46% de protéines et 25% de fibres en poids. Ça, D'accord. c'est mieux encore que l'œuf. En Nutri-Score, c'est A, hein. Donc, Ouais, ouais, je vois. Mmh. c'est énorme. La levure de bière, j'en mettais régulièrement 2 cuillères à soupe dans tous mes plats et sur mes Mmh. salades aussi. Et en fait, je m'aperçois que ça tamponne les pics glycémiques. D'accord. Je l'avais ressenti et en fait, il y a des études qui confirment que la présence de fibres à haute dose tamponne complètement le choc glycémique. Je mets toujours Mmh. aussi un petit peu de gras dans mes plats si je mange du riz. Je sais que l'index glycémique il est pourri,
il est à 90. Si c'est un riz complet, ça peut être un poil moins, mais bon, tout le monde ne supporte pas toujours le riz complet. Et puis le riz, ce qui est bon aussi, c'est de le laver, d'enlever certains amidons de surface pour, après, une fois qu'il a été lavé et remué 3 fois dans de l'eau et on a surversé, après, on met le riz tel que dans l'eau de cuisson. Et donc, déjà, on a enlevé un peu d'amidon. Donc, en fait, des fois, c'est le riz blanc, c'est tout aussi bien de manger du riz blanc avec de la levure en haute dose par rapport à la quantité de fibres qu'on va rajouter qui sera 4 fois supérieure à un riz complet. Je dis ça, voilà, même si la nature aurait voulu peut-être que l'on ait l'écorce. Mais l'écorce, souvent, c'est une protection. Donc, la théorie de la protection à tout niveau, sur le blé, par exemple, on a un petit son et un gros son. Et le gros son, il abîme beaucoup quand même les intestins, il n'est pas digeste. Donc, tout le monde enlève le gros son. Hein. C'est voilà, ce qu'on appelle la balle, hein, l'écorce du blé. Outre que le froment, évidemment, moi je consomme que du seigle ou des choses comme ça, des variétés beaucoup plus fibreuses et pas du froment récent. Donc elle a trouvé cette ordre parce qu'elle, en fait, elle a dû vivre avec un système où sa glycémie était mesurée. Et elle a pu faire le rapport avec l'écran, alors que moi je l'ai fait avec le nombre de fausses notes sur l'instrument. Elle a pu faire... C'est pareil, ça donne le même résultat au bout de 20 ans. Voilà, elle a pu s'apercevoir qu'en fonction de comment elle répartissait, par exemple, si elle avait envie d'un plat de pâtes. Bon, moi, je déconseille complètement les pâtes. Parce que ce qui n'est pas les céréales non transformées au levain, pour moi, c'est une folie. À part peut-être certaines comme le quinoa, qui a un index glycémique très bas à 35, ça c'est génial, ou la patate douce, voilà, en remplacement des patates qui ont un index glycémique entre 70 et 90. Mais bon, tout ce qui est pâtes alimentaires, voilà, je ne recommande pas parce que c'est pas très digeste, ça finit par encrasser, voilà, entre autres, tout un tas de canaux dans l'organisme. Et donc, elle aime les pâtes. Et elle s'est dit, tiens, je peux en les manger en les fractionnant, la moitié à midi, la moitié le soir, et puis en utilisant cet ordre dans le repas, histoire que le balier alimentaire soit bloqué. Ce qui va permettre, en sortie de pylore, mais aussi sur le transit vers le duodénum, qu'il n'y ait pas un influx massif. Alors moi, ce que je sais aussi, c'est qu'on peut travailler sur le fait d'éviter tous les aliments qui participent à l'hyperporosité du duodénum. Et plus on y travaille tôt, mieux c'est, à savoir les viandes rouges pubères. On évite complètement les viandes rouges pubères, les toxines rouges, pour différentes raisons. Si jamais on veut manger de la viande, c'est en petite quantité, tous les jours la même quantité, au même repas de midi, pour des raisons chronobiologiques et de quantité de sucre gastrique produit, mais pas un jour un gros steak et après 15 jours sans steak. On refait ça. Sinon, l'organisme ne sait pas s'adapter. C'est trop compliqué de faire ça comme ça, on va dire, pour nous actuellement. Hein. Après, si vous êtes du groupe sanguin O, qui est l'apanage du chasseur-cueilleur, là, il se peut que vous soyez quand même adapté à avoir des variations de quantité de viande et que ça ne vous pose pas trop de problèmes. La viande ne pose pas beaucoup de problèmes chez les groupes O en termes de digestibilité et après de réutilisation du glycogène et tous les mécanismes et l'évacuation aussi des toxines, y compris les toxines rouges. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux quand même privilégier les viandes blanches et un pubère. Ou un pubère. C'est-à-dire l'agneau ou le veau plutôt que le mouton et le bœuf. Voilà, et il y a aussi parfois des éléments, par exemple si vous mangez de l'ail cru et que vous le mangez en début de repas dans une salade et que le pylore n'est pas encore fermé et qu'il va aller dans le duodénum, il va avoir un effet corrosif. Si vous mangez du poivre aussi qui est cru, c'est le genre, vous avez une poivrière, là, vous tournez votre truc. Alors c'est très bien de prendre une poivrière et de faire ça avec le poivre, mais le problème c'est que le poivre ne doit jamais être mangé cru. Il doit être mangé après avoir été utilisé dans un système avec de l'eau de cuisson. Et là, il aura déchargé sur la matière environnante son pouvoir picotant. Et si on le mange cru, comme certains, je les vois faire sur les steaks, sur les trucs du poivre, eh bien, ça peut aller attaquer le pylore. Et s'il y a des grains qui restent un petit peu au contact du duodénum, eh bien, ils vont attaquer le duodénum. Donc, en fait, il y a des aliments qui sont un peu violents, un peu corrosifs, et qui peuvent finir par faire des trous et générer, in fine, une hyperporosité du duodénum. Et c'est une maladie qui touche 85% des Français. 85% des gens ont une hyperporosité du duodénum. Et qu'est-ce qui va restaurer ça ? Une alimentation qui va être prudente vis-à-vis de l'ail cru en début de repas ou du poivre cru en début de repas et du poivre cru tout court aussi. Voilà, ça fait partie et de la viande rouge. Bon, je vais en parler à ma compagne parce qu'elle adore ça, le poivre. En fin de repas. Et si possible, même mélanger pendant la cuisson pendant plusieurs minutes de cuisson. C'est indispensable, c'est pas mieux, c'est indispensable. Et en plus, ça a un avantage, c'est que si c'est mélangé, par exemple, on en parlera après, avec d'autres épices, ça peut booster le pouvoir d'autres épices et vous faire d'une épice qui vaut, on va dire 5 € les 100 grammes, l'équivalent d'une épice qui vaudrait normalement 5 000 € les 100 grammes. Ah ouais, pas mal. Voilà, mais je vous expliquerai des comment. Bonnes combinaisons, ouais.
Et des bonnes combinaisons qui augmentent la surface, qui déploient la surface de contact pour que, entre autres, la curcumine dans le curcumane puisse être active. D'accord. Donc voilà, vous avez des pistes. Alors après, dans la piste des petites subtilités du diabète, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est que moi, j'ai des astuces que j'ai compris. C'est qu'en fait, dans l'idée de reposer le pancréas, il faudrait qu'on mange aussi des fois des aliments qui contiennent de l'insuline lorsqu'on mange des aliments avec un index glycémique élevé. Parce que moi, j'aime bien le riz, et c'est 90, ou même les patates. Donc selon le mode de cuisson, même à la vapeur, 75 en index glycémique. Mais si je mange une patate qui aura, on va dire, 2 volumes de patates et un volume d'oignon, de l'oignon jaune, mais il y aura beaucoup d'insuline grâce à l'oignon. Ou avec le riz, je vais faire 3 volumes ou 4 volumes de riz pour un volume d'oignon. Et ça fait beaucoup. Si vous voyez un oignon jaune gros comme ça, dans mes 3 ou 4 verres de riz que je cuis, riz cuit, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 verres de riz, si vous voulez. 2 verres de riz sec parce qu'il va gonfler. Pour un oignon. Voilà, pour un oignon. Donc, c'est un ratio extrêmement élevé en proportion que je coupe évidemment en petits morceaux. Et par contre, je ne le mets pas pendant la cuisson. J'attends que le riz soit cuit, au bout de 7 ou 10 minutes, selon le type de riz. Et à la fin, en surface, je mets l'oignon. Comme ça, cru, tu le manges cru, là. Il va être entre-cuit et cuit, un peu comme au wok. Vous savez, le wok, là, la poêle. Il cuit par le... Ouais, d'accord. Par la vapeur. Il va légèrement cuire, mais il ne va pas perdre complètement ses probiotiques. Et donc, les fibres ne vont pas être dégradées, les probiotiques ne vont pas être dégradés. Et donc, il va garder des qualités nutritives très importantes. Il sera un petit peu moins virulent. Voilà. Et si c'est en milieu de repas, si c'est pas en début de repas, c'est pas sur l'entrée avec une salade de carottes ou de la salade verte. Non, c'est en fin de repas. Et là, il y aura le bolet alimentaire, il y aura les sucs gastriques, le pylore sera déjà bien bloqué, l'oignon va pas être corrosif. Voilà. C'est pas un souci. Après, il y a des oignons, même avec le poireau, c'est la même chose. Le poireau, si on veut qu'il garde ses probiotiques, moi je le coupe, je l'émince, et puis je le mets en fin de cuisson sur la surface du riz. Ce qui fait qu'il se prend un petit 70 degrés vapeur. Les probiotiques tiennent jusqu'à 50 degrés, donc le temps que ça se refroidisse, il y en a très peu qui clament. Et puis ça garde son côté vivant, en fait, tout en ayant atténué le côté agressif du piquant, du poireau ou de l'oignon. Donc, c'est des petits trucs. Et là, dans le cas de l'oignon, c'est très intéressant pour la question de l'insuline. Et puis, je rajoute toujours aussi un petit peu de gras dans ces plats parce que le gras fait un petit peu la même chose. Il y a un effet tampon aussi sur le duodénum. Si dans le même plat, il y a du gras, donc ne jamais manger un gros bol de riz sans mettre de l'huile dedans. Il faut mettre quand même un petit peu d'huile d'olive ou du beurre de coco, ou du gras de coco, l'huile de coco. Voilà, quelque chose qui va faire aussi un effet tampon dans le phénomène de transit parce qu'on baisse ses pics glycémiques en atténuant, en lissant dans le temps la décharge des sucres. Voilà, vous avez compris aussi que moi, me basant sur la science, j'aimerais bien être vegan 100%, idéologiquement, mais je sais que les œufs, par exemple, ils sont très utiles dans le régime cétogène parce qu'ils permettent d'avoir peu de calories, même si la thèse des calories, elle est aux 3/4 fumeuse, mais disons qu'ils permettent d'avoir une charge calorique qui est faible. Pour les gens qui ont du surpoids, ça reste quand même assez pertinent, ou un cancer, parce que ils vont faciliter le phénomène du glycogène par la voie de protéines. Donc, c'est le foie qui va faire son taf pour nous livrer du glycogène via l'œuf, via les protéines de l'œuf. Et en fait, ça va avoir un effet coupe-faim. Donc, tout ce qui est coupe-faim, qui est un peu bourratif, un œuf dur ou un œuf coque dont moi je mange le jaune cru, et après je cuis le blanc évidemment. Je me rajoute toujours des herbes de Provence, mais dans l'année, des paquets d'herbes de Provence, j'en mange une bonne dizaine. C'est-à-dire je me mange 1,2 kg d'herbes de Provence par an. Vous voyez, pareil avec le persil, je me mange des grosses quantités, la coriandre pareil. Je veux dire, quand je parle de consommer des aliments et de faire de la chimie alimentaire, on est sur des doses de type quasiment thérapeutique. Donc voilà, c'est vraiment de la dose massive parce que les herbes de Provence contiennent par exemple de l'origan, de la sarriette, du thym. Et donc, si on veut avoir les probiotiques qu'on a dans le miel de thym, on peut aussi les avoir en interne par la voie alimentaire. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas les mettre pendant la cuisson de l'œuf au plat. Il faut les mettre une fois que l'œuf au plat il est fait. Vous éteignez, vous laissez un petit peu avec le couvercle et vous pouvez mettre les herbes. Et puis là, avec la vapeur, ça va continuer, mais la chaleur va très vite redescendre. Et donc, ça permet juste d'avoir l'effet de dégagement de chaleur par la vaporisation. Voilà, c'est des petites ruses qui permettent d'avoir un petit peu l'effet de dégagement des arômes sans avoir les effets néfastes de la cuisson. Ça, les gens, ils pensent pas voilà, à le proposer.
Après, dans les aspects anti-diabète, il y a aussi donc cette notion de repos pancréatique. Si jamais on arrive à offrir à certains moments le fait d'éloigner un peu le petit déjeuner, certains vont dire oui, mais quand on est habitué, qu'on travaille quoi. Alors, si jamais vous pouvez, vous pouvez emporter au travail, si vous travaillez tôt le matin et que vous croyez que vous êtes contraint de déjeuner à 7h ou 6h30 à cause de ça, vous pouvez très bien emporter un petit quelque chose, des noix, des noisettes, des pistaches déjà décortiquées la veille, etc. Et puis, vous pouvez vous dire, bon, bah, j'attends d'avoir faim et je grignote ça discrètement. Et puis, finalement, si vous commencez à 8h, bah, au bout de 15 jours, un mois, vous commencez à 8h30, puis le jour d'après, ou 15 jours après, vous commencez à 9h. Vous essayez d'augmenter la plage. Et idem, si vous mangiez des fois en revenant du boulot, bah, il est 20h, on se met à table à 20h. Bah, si jamais vous preniez des plaques glycémiques, c'est un petit peu tard pour le repos pancréatique à ce moment-là. Voilà, il vaut mieux des choses un petit peu plus faciles, une soupe, un bouillon, un truc qui est un petit peu bourratif pour l'estomac, qui évacue les sucs gastriques s'il y en avait encore produits, mais qui ne va pas forcément voilà, générer un pic glycémique important. Donc, il faut arriver à offrir à son corps un laps de temps du repos pancréatique entre le moment du coucher et le moment du premier repas ou de la première collation du matin, voire du gros repas avec un gros pic, qui soit au moins occasionnellement important pour faire un repos et qui soit aussi stable dans le temps parce que, par exemple, si jamais vous faites une grosse grasse mat et que vous n'aviez pas l'habitude, des fois, le foie, il ne va pas comprendre. Et donc, on a vu que dans l'effet du sommeil qu'on dit qui d'ordine, oui, c'est vrai le soir. Mais le matin, qui fait la grasse mat perturbe complètement le cycle du foie. Et donc, une grosse grasse mat un dimanche matin où on se lève à 11h30 parce qu'on s'est couché à minuit et que ça nous met 3 heures de sommeil en plus par rapport au reste des nuits et de la semaine, ça crée un petit déphasage qui fait que le foie, il a beaucoup de difficultés à s'en remettre. C'est presque un choc équivalent au changement d'horaire que l'on sait nécessiter 3 semaines à se remettre. Voilà, le changement d'horaire. Donc, il faut garder ça en tête. Hein. Il y a des organes qui ont besoin de quelque chose de régulier, de stable. Et le foie est un cas comme ça. Et le pancréas, lui, ça peut être, on va dire, un extrémiste de l'effort en été quand il y a plein de fruits sucrés. Il acceptera parce que c'est une période où vous lui faites sa fête pendant 2 ou 3 mois avec les fruits sucrés. Des fois, et des becs de pastèques, des machins, ouais, ça va un petit peu le fatiguer. Mais si en hiver, vous lui laissez des plages de repos, il pourra se restructurer. Si vous lui laissez aucune plage de repos, voilà, il a besoin d'un travail en excès à certains moments et en excès inverse de repos de l'autre moment. Contrairement au foie qui a besoin toujours d'avoir son horloge. Et si possible, d'être reposé, de libérer du glycogène vers 11h. Et c'est aussi en ça qu'il va libérer de l'énergie parce que le chasseur-cueilleur, pour courir, il a besoin de glycogène dans son sang. Et qu'est-ce que fait le foie? Naturellement, il commence à libérer du glycogène vers 10h30, 11h. Et donc, en fait, c'est réglé pour délivrer l'énergie stockée la veille et la nuit d'un sang épuré au moment où la chasse va faire qu'il va devoir courir très très vite contre la bestiole. Voilà. Ça, c'est ce que l'on suppose ou ce que l'on aurait relié d'après les études alimentaires, anthropologiques et alimentaires par rapport au mode de vie. Après, il y a aussi un autre aspect qu'il faut imaginer, c'est que les femmes ont beaucoup de mal avec les pics glycémiques. Parce que, en fait, si jamais elles ont des pics glycémiques tous azimuts, pour les stocker, elles ont une morphologie qui, elle, n'est pas celle du chasseur. La femme, sous la peau, elle a une couche de gras 2 fois supérieure pour qu'au cas où elle tombe enceinte, il y ait toujours une sorte de réserve. Donc, la femme, c'est un peu celle qui remplit le frigo. À la fois le frigo de la caverne, si tant est qu'il y en ait eu un jour, ou le frigo de son corps, qui est lui-même le vrai frigo pour la vie à venir, qui est la zone de réserve, sous-cutanée, avec du gras sous-cutané. Et donc, elle, si jamais elle a des pics glycémiques vraiment brutaux, elle peut avoir une réaction de testostérone. C'est-à-dire qu'elle va produire de la testostérone en opposition avec ses pics glycémiques. Et ces pics de testostérone vont faire qu'elle va avoir de la moustache au bout d'un certain temps, ou qu'elle va avoir des choses qui la masculinisent un peu, qui vont même lui changer le caractère. Donc, il faut toujours imaginer que cette régulation des pics, on en avait parlé dans le premier épisode, ça peut être comportemental, caractériel, et ça peut être aussi en opposition de notre sexe biologique, si jamais on subit des choses qui sont une forme de violence, finalement. Une forme de violence par rapport à la façon dont le corps organise ses cycles. Après, aussi une petite piste, parce qu'il y a tous les amoureux des petits desserts, des petits chocos, ça c'est très important. Si par exemple, vous aimez le chocolat,
Ah oui, Alors comme moi, moi. les chocolats, je mangeais du chocolat sans trop réfléchir quand j'étais petit, mais Mmh. voilà, je prenais le chocolat qu'il y avait dans le salier et puis après Mmh. quand j'ai vu qu'il y avait du 50-55 Montignac, qui nous disait 60, alors j'ai pris le 60. Après j'ai vu qu'il y avait du 65-70 en bio, alors j'ai pris le 65-70 et puis, de 5% en 5%, je suis arrivé au 90. Ah ouais, alors là, Voilà, donc ça je merde. me mange ça. Alors c'est une très bonne marque et chez Lidl. Voilà, je Mmh. fais pas de pub, mais j'en fais quand même. Pourquoi? Parce Ouais, qu'il ouais. a un ratio prix, poids et qualité et puis sans arôme artificiel et cetera, Mmh. sans glutamate de sodium ou autre saleté, Bien donc sûr. voilà, si vous pouvez évoluer vers des sucreries, des petites gâteries qui vont en remplacer un produit par un autre et une satisfaction et avec une progressivité pour pas changer les habitudes du jour au lendemain, mais y aller Mmh. progressivement. Et puis, vous pouvez aussi, rechercher, vos petits plaisirs, vos petites dopamines avec des sucreries qui vont avoir un impact, sur le corps qui toute moyenne faite entre l'index glycémique, la quantité de sucre total, qui est très différent de l'index glycémique, hein. La quantité, c'est la quantité, l'index, c'est la variabilité des pics glycémiques dans le corps, hein. Et Mmh. les antioxydants, vous allez pouvoir choisir donc des fruits qui ont un bon rapport Atkins. Alors, si vous tapez sur internet Atkins, c'est un nutritionniste, qui est d'ailleurs mort dans des circonstances très douteuses et qui avait un très, très, bon, résultat sur, tout un tas de pathologies de civilisation, encore meilleur que le Montignac. Et lui, son dada, c'était de faire à la fois du Montignac et à la fois de dire il faut que les aliments aient beaucoup de micronutriments essentiels par rapport au sucre qu'ils contiennent. Alors, Mmh. parmi ça, moi, j'utilise par exemple la baie de goji Ah oui. et j'en mange facilement 3-4 kilos par an. Ah ouais, c'est très bon ça, je connais. Donc, voilà, la baie de goji, elle a un goût qui au début paraît bizarre, amer, et plus on s'y habitue, plus on se Mmh. déshabitue du sucre. Et c'est là où, justement, certains pensent que, en fait, quand on mange des fruits, si les régimes où on arrête un peu les fruits sont si efficaces des fois contre les cancers ou contre certaines maladies liées à l'excès de sucre, eh bien, ils ont compris qu'en fait, quand vous mangez des fruits, vous ne mangez pas les fruits de la nature. Vous mangez des fruits trafiqués par l'humain. Parce que les Eh oui. fruits à l'état naturel, les pommes, on va dire des variétés anciennes, même la banane, il y a eu des sélections au fur et à mesure du temps par les gens qui nous dominent, qui ont besoin que l'on racle les champs avec nos animaux de trait, etc. Et il faut qu'on ait donc beaucoup d'énergie et beaucoup de sucre pour Mmh. s'épuiser, à Eh oui. travailler, à être rentable, hein. Il faut qu'on Mmh. soit des piles survoltées en permanence et donc Mmh. il faut un ratio de sucre important, pour que nos muscles soient bien équipés, en sucre. Mais bon, si par hasard on se déminéralise et qu'on meurt jeune et qu'on a peu de retraite, eux, ça leur va très bien pour nous gérer, nous, le bétail. Voilà. Alors que peut-être que les fameux fruits du jardin dans la Genèse où il nous est dit de manger les fruits du jardin, soit c'est les fruits de la connaissance, soit c'est les fruits du jardin, soit c'est les mix des 2. Mais en tout cas, ça pourrait être des fruits qui n'ont pas encore subi autant de modifications, que, certains fruits récents, notamment comme la banane qui a des graines, de plus en plus petites, de plus en plus rares et qui n'ont pas forcément, le même effet de sucre. Ou bien il y a, par exemple, la banane plantain. Il y a des Mmh. bananes plantain, des bananes à mûrir, vous les cueillez et en fait, si vous la laissez mûrir, les sucres, ils auront à la fois effectivement une glycémie importante, mais ils vont avoir des effets anti-cancer. Et on sait que les parties mûres de la banane, elles Mmh. ont des effets anti-cancer. Donc il y a à la Ça c'est fois le ça je problème et la savais. solution. Voilà. Donc en fait, il y a, comment dire? Il y a des fruits ou il y a des aliments qui vont avoir un très bon rapport Atkins et moi je rajoute un rapport Atkins divisé par le prix. Parce que Atkins était, focalisé sur les myrtilles, c'était le top. Mmh. Moi je dis les mûres. Pourquoi? Parce que les mûres, c'est à 20 en dessous de la myrtille à peu près ou 15 en termes de Mmh. antioxydants, anthocyanate et cetera. Mais c'est genre 2 fois et demi moins cher ou 3 fois moins cher. Donc Ouais. il vaut mieux en manger plus dans l'année et exactement dans la saison qui lui correspond. Donc si vous Mmh. devez manger 1,5 kg, 2 kg de mûres, c'est évidemment dans la saison où elles sont sur les ronciers. Hein, Eh vous oui. n'allez pas manger des mûres toute l'année. Et après, Mmh. pareil, les pruneaux, c'est un fruit de réserve, c'est les pruneaux d'Agen, évidemment, Mmh. sans pesticides, sans machin. Donc moi, je me mange facilement 1,5 kg, 2 kg de pruneaux par an. Voilà, et D'accord. j'en mange régulièrement et je les trempe un petit peu avant pour que ça me fasse de l'eau des fois un petit peu sucrée, ce qui m'aide à boire, mais ce qui fait très peu de sucre quand je mets 3-4 pruneaux au fond, tu vois, et qui fait un sucre qui a un sucre dilué dans l'eau par définition, c'est un choc glycémique amoindri, puisque le choc Mmh. glycémique, c'est la quantité de sucre dans le sang, mais versus l'hydratation et combien on va pisser dans la journée. Donc c'est des ratios en fait qui se jouent Mmh. aussi en liaison avec l'hydratation. Donc quelqu'un qui boit 1,5 litre par jour ou quelqu'un comme moi qui boit 3 litres par jour, les pics glycémiques sont gérés différemment. Eh Mais oui. 3,5 litres, ça peut éteindre le feu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, en petit malin? Bah, je mets des fois dans mon truc d'eau, je mets 10% ou 5% de jus d'ananas, Mmh. bromélaïne,
idéal pour la spike et le coco presque vide. Là. Et si jamais on en a pris ou respiré un peu. Et puis je rajoute un peu de vitamine C. Ah oui, c'est important. Donc je me prends la vitamine C qui est du E300 de chez Pierre Jérôme. Voilà, acide ascorbique. Et en fait, on le paye 10 fois moins cher que la vitamine C issue de la cérola et on n'oblige pas les mecs d'Amazonie à aller cueillir les cerises pour nous et en faire nos esclaves par la valeur de la devise interposée. Et ça fonctionne très bien parce que c'est la fermentation de maïs. Ça reste. Alors, il y a du lévogir et du dextrogir dans les vitamines C, mais on s'en fout. Il faut avoir les deux de toute façon dans le corps. C'est pas que l'un ou que l'autre, il faut les deux. Et donc, les autres, on les a dans les fruits, on les a dans la choucroute, dans différents fruits acides, l'orange, etc. Donc voilà, il faut imaginer que si vous pouvez remplacer avec des dattes, avec des pruneaux qui sont riches en antioxydants, des mûres, des goji, que vous autorisez vos petits coups de sucre du 18h, voilà, entre les repas, très souvent, les fruits, on dit qu'il vaut mieux les manger entre les repas. Et en fait, cette femme-là qui a fait la vidéo et le bouquin contre le glucose, elle conseille en fin de repas ou un petit peu après, un quart d'heure après. Effectivement, moi, quand je regarde ce que je fais spontanément chez moi, c'est que j'attends que le repas soit fini et un quart d'heure, une demi-heure ou une heure après, je me prends un truc, ce qui fait que le bol alimentaire n'est pas complètement descendu. Le flux de descente, des fois, il est un petit peu gardé encore et il fait qu'il n'y aura pas de choc glycémique et il n'y aura pas non plus un temps trop long de persistance des sucres parce que des fois les desserts sucrés en fin immédiate de repas ça pourrait fermenter un petit peu donc il y en a qui le déconseillent et on dit les fruits entre les repas et finalement les fruits après le repas dans le sens un quart d'heure, une demi-heure ou trois quarts d'heure ça peut être concomitant au fait que tout a été déjà tapissé de matière avec des fibres, avec de la levure de bière par exemple, si on l'utilise régulièrement comme moi ou avec des fibres qui étaient déjà dans les aliments et le fait que les sucres vont passer moins vite. Voilà, donc c'est une solution intelligente entre la spontanéité, le naturel, le besoin aussi, et puis le fait de lisser sa glycémie dans la plage horaire importante. C'est bien. 13h19. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur cette partie diabète et glycémie qui te seraient peut-être venues aborder? Non, juste que ce que tu viens de faire voir là, cette vitamine C L-ascorbique, on peut en prendre que le matin ou on peut en prendre jusqu'au soir? C'est quoi les quantités par quotidienne? Alors, celle-là, elle est idéale pour ceux qui veulent faire des cures qui remplacent les injections sanguines de vitamine C. C'est-à-dire que si on veut se faire pendant 15 jours de la vitamine C à haute dose, eh bien, avec l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe par jour, dilué dans de l'eau, bien sûr, jamais pur, jamais pur. Bien sûr. Très, très dilué dans 3 litres d'eau. Voilà, c'est une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Eh bien, ça permet de boire une eau qui est acidulée en permanence. On peut rajouter un petit peu de jus de fruits juste pour le goût, mais à 5%. Et si on est sur une pathologie grave, à 2%, juste pour le plaisir et le goût, c'est obligé à boire. Et en fait, ça va, en lissant cette hydratation des 3 litres sur toute la journée, ça va faire l'équivalent d'une intraveineuse, mais il faut diviser par 2. Donc 15 grammes de vitamine C, ça correspondrait donc à 30 grammes par bois alimentaire. D'accord, voilà. Oui, je comprends. Donc une cuillère à soupe rase, on dit que c'est 20 grammes. Donc là, ça ferait 60 grammes qui ferait 30 lissés sur toute la journée avec la nuit, on ne prend pas. Voilà, donc ça pourrait équivaloir à une intraveineuse et on peut se faire ça pendant une cure de 14-15 jours. Moi, je l'ai fait, on tient le truc tranquille. Après, ça, c'est pour des cures de gens qui cherchent à ce que ça grignote les métastases ou les débuts de cancer, par-ci, par-là. Voilà, ou nettoyage des bronches, la sphère ORL. Si on veut le faire en entretien, 1 ou 2 cuillères à café par jour, dilué toujours. Voilà. Et en fait, moi, je le fais par demi-cuillère à café dans des liquides comme ça, voilà, comme ça à la fin de la journée j'ai eu 1 à 1,5 cuillère à café, ce qui fait un équivalent de 5 à 15 grammes selon les jours. Voilà, c'est pas énorme. Et ce qui permet que ce soit abordable financièrement, parce que là on est à je crois, à 30 € le kilo. J'en ai pris 10 ou 12 kilos d'un coup. T'as 12 kilos d'un coup là. Et puis ça se conserve, dans 5 ans, elle est toujours là. Et puis et c'est des bouteilles qui sont hermétiques, ça risque rien. Alors après, il y a aussi des solutions, on va dire, complètement, des cures métaboliques dans ces problèmes de diabète et de faim. Donc moi, j'utilise un produit que je complète, à savoir le BioLife de chez Life Plus, Daily Bio Basique. Et en fait, j'en enlève la moitié. Je mets une moitié dans un pot et je complète avec une quinzaine d'autres produits. Et comme il n'y a rien de secret, je peux vous en montrer 5 ou 6 de ces produits-là qui sont en vente libre et que vous pouvez donc compléter parce que ça permet d'avoir un effet qui a tout un tas
C'est-à-dire de conséquences bénéfiques sur l'occidental au mode de vie classique qui ne fait pas ses 5 kilomètres tous les jours. Mmh. Et je pense que toi et moi, aujourd'hui, on n'a pas fait nos 5 kilomètres, ni hier, Non, ni non, avant-hier, ni... malheureusement, ouais. Ouais, J'étais sur malheureusement. Alors, moi, l'ordinateur, malheureusement, toute la journée. j'ai fait 7 minutes de vélo d'appartement aujourd'hui, mais c'est tout. Ah, c'est bien, bah, c'est bien. Ça fait plus que moi. Donc en fait, donc j'utilise ce produit qui est une véritable merveille qui malheureusement ou heureusement, comme on veut, ne s'obtient Mmh. que par MLM, c'est-à-dire qu'il faut être affilié avec quelqu'un. Donc il y a des gens qui le consomment. Bon, ben, D'accord. moi j'ai un numéro. Par contre, je crois qu'il est plus actif parce que j'en ai acheté une douzaine, pareil. Et puis finalement, j'en ai pris pendant 3-4 mois régulièrement. Et puis après, je me fais ça me fait, oui, ça me fasse un mois, ça me fait 6 mois, quoi. Et ça me Bah fait oui, 3 maintenant, mois. Donc ouais. voilà, j'utilise en cure par-ci par-là de temps en temps. Donc, Mmh. je ne sais même pas s'il faut pas que je le réactive, on s'en fout, c'est pas pour la pub, mais c'est parce que, en fait, quelqu'un qui a déjà vécu ça, il peut vous dire des choses sur ce qui se passe. Et donc, c'est un coupe-faim. Et moi, je le couple avec pas mal d'autres aliments ou compléments alimentaires qui vont permettre de compléter le spectre des probiotiques qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a des probiotiques, il y a des prébiotiques, il y a des vitamines. Et l'avantage de ces solutions, en cure, bah, il faut faire les doses qui sont indiquées. Le truc fait un mois, mais c'est une cure métabolique pour, on va dire, remplacer le volume intestinal par des choses qui vont être moins caloriques, qui vont faire perdre en général 5 à 6 kilos par mois, donc c'est déjà pas mal, pour des gens qui sont en surpoids, évidemment. Hein. Oui, c'est bien. Et voilà. Et sinon, il y a d'autres stratégies qui sont qu'une fois qu'on a fait ces cures métaboliques et qu'on a senti l'effet, c'est de la faire, on va dire, 2 ou 3 jours, tous les 15 jours, ou d'en prendre un petit peu pour ne pas avoir le grignotage ou la faim. Mmh. Ou tout simplement s'apercevoir que quand on en a pris un jour, tiens, on a moins grignoté d'un truc qui nous coûte plus cher et qui est bourré de sucre. Donc en fait, s'apercevoir que ça limite l'envie de sucre et l'envie de Eh oui, dopamine et qu'on est bien quand même et qu'on n'a pas mmh, faim et que tiens, il est 14 heures, on n'a pas encore mangé et on ne s'est c'est pas bien. rué sur le frigo, c'est Mmh. bizarre. Ah bah oui, parce qu'on Ouais, était ouais. absorbé au travail et qu'on n'a pas eu faim. Et c'est Mmh. logique parce qu'on était un peu immobile, etc. Mais là, la logique des choses est respectée. Il y a un équilibre des Mmh. non-dépenses et donc non-apport. Voilà. Mmh. Et donc, Non, c'est bien. je vais vous donner un peu je pense que ça va t'intéresser aussi, Hervé. Je vais vous donner avec quoi je le complète. Mmh. Alors, donc, je disais bien que ça, j'en enlève la moitié et je Ouais, remplis avec les éléments suivants. d'accord. Alors, un 3 demi-sachet de 100 grammes de psyllium. Donc, ça, Mmh. c'est du psyllium. C'est excellent à tous les Champignons? niveaux. Champignons? Voilà. Mmh, Non, le d'accord. psyllium, non, C'est pas du champignon? non, c'est pas le champignon, le psyllium, c'est autre chose. Ah, je confonds avec un autre C'est nom, ouais. non, c'est autre chose. Psyllium, d'accord. Je mets aussi de la levure de bière revivifiable. Donc ça, c'est en gélule et c'est de la Ouais. vivante. Hein. Donc ça, c'est les Mmh mh. bactéries vivantes. Ça n'a rien à voir avec la levure de bière qui est le produit, qui était les Mmh. paillettes. Hein. C'est Ouais, des bactéries vivantes. Donc j'en remets, on va dire, une dizaine de gélules et je le ouais. mélange dans tout le paquet, ce qui fait qu'il y en a un petit Mmh. peu tout le temps et ça me fait du réensemencement régulier de la flore. Comme j'en D'accord. parlais hier, je mets aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe d'argile. Et Mmh comme mh. le truc, il va me faire 1 mois ou 2 mois, tu vois, ça fait l'équivalent d'une cuillère à café tous les 15 jours. Mmh. Donc c'était l'argile verte, Argilette Surfine. Ouais, on l'a vu hier, effectivement. Voilà, je mets aussi, la moitié d'un pot comme ça du pain de seigle fermenté. Donc c'est le pain Mmh. qui s'appelle Cannes, K-A-2-N-E et qu'on D'accord. trouve dans certains magasins bio. Alors, c'est assez difficile à trouver malheureusement. Mais, alors il faut savoir que donc hier quand je t'ai parlé des 74 de protocole e-Cells, en fait c'était Mmh. 87. C'est-à-dire que Ouais. les protocoles chimio, c'est 48 c'est, 50 de réussite, quand sans chimio, c'est 48. Mmh. Ça c'était dans les années 2000. Alors je Mmh. ne connais pas les statistiques parce qu'ils ont dû progresser depuis. C'est-à-dire que la chimio avait un écart de 2 points sur les 100 et qu'on estimait la guérison à une survie 5 ans après diagnostic du cancer. Donc si on D'accord. mourait à 6 ans, on était quand même mort guéri. Donc c'est pas très clair, mais c'est comme ça que ça Mmh. fonctionne. Qu'on ait 36 ans, comme j'ai connu un cas à 36 ans qui est mort guéri du cancer. Il est mort du cancer, mais il a été guéri dans les statistiques. Parce qu'il est mort à Mmh. 36 ans. C'était 6 ans après son... Voilà. Donc en fait, le problème des statistiques, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal l'outil statistique. Et donc e-Cells Mmh. de 50%, il passait avec la chélation et les traitements des dents dévitalisées de tous les foyers infectieux bucco-dentaires, il passait à 87% de Mmh. guérison. C'est bien. Donc, il passait de 50 à 87. Donc, sur les Mmh. 50 qui seraient morts, il en sauvait 37, ce qui fait bien 74%. Eh Mmh. bien, avec ce produit, on passe de 50. Donc, 50, c'est chimio. Mmh. 48, c'est sans chimio. Mmh. Et là, on passe à 67%. D'accord. C'est pas 2 points qu'on gagne, c'est 19. Ouais, pas mal. Enfin, c'est 17 après la chimio.
Voilà. Donc, c'est du pain de seigle fermenté 6 mois et qui m'amène des fermentations lactiques et des bactéries intéressantes dans l'organisme. Et voilà, il faut en prendre une certaine dose. Alors là, sur des cures, on serait à 2 cuillères à soupe, mais bon, au bout de 3 semaines, ça commence à saouler le bide. Donc après, il faut ralentir. C'est pour ça que moi, je mets un demi pot. Ça vaut 5 ou 6 euros le pot de 250 grammes, quoi. Donc, c'est quand même du pain à 24 euros le kilo, quoi. Voilà. C'est du pain fermenté à 24 euros le kilo, mais c'est quand même un produit génial. Il existe aussi en liquide, mais il a le goût de la pisse, donc c'est de l'acide lactique très dense. Donc il vaut mieux le prendre comme ça, parce que là, il y a des bactéries vivantes. Voilà, c'est intéressant. Après, j'utilise aussi des simples ferments lactiques. Donc ça, ce sont des probiotiques de pharmacie, hein. Ça ou autre chose. Voilà, il y a 3 ou 4 souches de bifidus, lactobifidus, etc. Donc j'ouvre les gélules, tu vois, et je m'en mets 5 ou 6, histoire d'avoir un réensemencement régulier. Et comme je complète aussi ce truc-là avec un peu de levure de bière, et qu'il y a toujours un peu des sucres résiduels dans l'alimentation, et au final, il y a toujours un petit peu de développement. Donc ça fait du co-développement sur support. Donc ces trucs-là, ils ont du pro et du prébiotique, et en plus, avec toutes les matière, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se développe. Donc en fait, ça permet de faire aussi du multisouche, parce que quand tu prends des souches de bacilles lactiques et que en fait ça n'est pas dans ta signature, on va dire de naissance, mais bon, ou on va dire d'enfance, des signatures propioniques, donc l'ensemble de ton microbiome tel qu'il s'est réglé dans les 4 premières années, eh bien en fait il va y avoir on appelle ça du polymorphisme bactérien. C'est-à-dire que ça va muter de forme, ça va se transformer, mais ça va quand même s'adapter. Donc ça va se désagréger, se transformer pour correspondre à ton besoin. Donc il existe un polymorphisme. En gros, prendre des probiotiques qui ne sont pas forcément idéaux ou nécessaires pour vous ou pas bons, c'est pas prendre un truc pour rien ou payer pour rien. Ça va se transformer et votre corps va réadapter. Parce que j'ai oublié de le faire là dans ce dont je voulais parler ce soir, mais en fait, il y a une petite historique que j'ai déjà faite sur des vidéos, mais que je vais résumer. C'est qu'à la naissance, si on est par voie basse, le liquide vaginal de la mère à la sortie masse les tempes, ou sinon il faut le reprendre si jamais il y a césarienne, voilà. Ou si jamais le chirurgien prend trop vite le bébé, il faut en remettre un peu sur la langue, un peu sur les tempes, un peu sur les poignets, dans les zones où la peau est fine et on voit les veines dessous. Et puis ça va lui permettre d'avoir très vite la signature des ferments de la mère. Puis après, avec le colostrum, donc le liquide jaune qui sort des seins pendant les 2 premiers jours, il va avoir aussi certains ferments. Au contact de la peau, il en aura, mais disons que si jamais il sort par césarienne, il va lui manquer des ferments propioniques. Et à partir de 4 ans, cette signature propionique, elle est stabilisée. Parce qu'aussi, il aura mangé de la terre, il aura marché à 4 pattes. Donc, le marcher à 4 pattes, c'est très important parce qu'après, il touche, il se met des saletés dans la bouche. Il est aussi réglé sur sa terre de naissance. Il va le ressentir en tant que vibration. Parce que le jour où il va retourner après cette barrette chez ses parents, au bout de 30 ans, quand il va retrouver la vibration en résonance avec le lieu de sa terre, il va sentir qu'il y a une sorte d'harmonie qui se fait, une sorte de co-résonance avec le milieu, avec sa terre. Et ça, c'est lié, entre autres, aux ondes qui sont émises par ces bactéries, parce qu'on s'est aperçu que les bactéries communiquent entre tripes, qui sont les mêmes lettres que esprit, à travers à la fois le nerf vague et à la fois des substances qui sont relâchées dans le sang et qui peuvent passer par les canaux standards, veines, etc., mais aussi par tout le milieu interstitiel. Et donc, il y a des sortes d'odeurs, de phéromones, de molécules qui vont aller très rapidement informer le milieu sanguin des besoins. Il va y avoir une communication dans les 2 sens entre combien tu as besoin que je te livre de sucre, combien il a brûlé ton gars ou l'ego de ton mec en haut dans la tête, il a fait quoi? Il a fait du sport, je t'envoie combien, toi, le muscle? Donc, il y aura un dialogue permanent entre les bactéries qui digèrent la bouffe, les muscles qui vont recevoir, et puis aussi le côté individuel des muscles, parce que les muscles sont des égoïstes, ils ne partagent pas entre le sucre, contrairement à d'autres systèmes. Donc, en fait, s'il y a du muscle dans le quadriceps, mais que vous avez épuisé complètement le biceps, le quadriceps, il dit non, je garde au cas où il faudrait que je cours, etc. Ça, c'est vital. Donc, toi, tu t'es fatigué avec ton biceps, c'est où à ta traction, et tu veux battre le record du monde, et je te ferai pas un pet de mon glycogène que j'ai stocké. Donc, en fait, voilà, il y a un dialogue, il y a une nécessité, il y a des raisons biologiques à tout ça. Donc, ça peut paraître bizarre, mais les phénomènes de régulation ne se feront que par le flux sanguin. Le flux sanguin plus ou moins vite, qui n'aura pas besoin de décharger du glycogène dans le quadriceps et qui va pouvoir au retour, donc après un certain temps, fournir le triceps ou les biceps. Donc il faut imaginer que toute cette histoire de la biologie de notre microbiome, en fait, elle nous conditionne à avoir ou non certaines tendances à stocker les matières, à gérer ces flux de glycogène et à être au top niveau santé et tour de taille avant l'été. Voilà. Un dernier petit produit que je rajoute aussi,
parce que sinon, vous allez dire, Bleu, il fait ses petits secrets, c'est pour ça qu'il est si en forme que ça. C'est que j'utilise le Plocher spécial A. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un produit, en fait, c'est du calcaire informé et qui reçoit l'information de la silice. Et donc, ça n'est que de la poudre de kaolin et de calcaire. Et en fait, il y a une information de silice qui a été mise dessus et ça a fonctionné pour revivifier le lac Léman, y compris sans matière, uniquement avec des tubes qui diffusent des informations dans l'eau. Ça fonctionne aussi pour refaire le minéral osseux, dentaire, mais il faut le prendre en prévention. C'est pas curatif. Hein. Vous avez des caries, vous gardez vos caries, vous irez chez le dentiste. Mais en curatif, dans la gamelle du chien, qui ne croit pas à l'effet placebo, lui, parce qu'on lui a posé la question, il ne croit pas, mais il le bouffe quand même et il va mieux au niveau de l'os. Ou dans la gamelle de l'humain, c'est le même résultat. Voilà, les chevaux de compétition, les chiens d'élevage et tout ça, pour les concours canins, etc. Croyez bien que ils ont des produits, les chevaux de course, ils ont des produits que l'homme ordinaire n'a pas. Ils sont mise sur les chevaux. C'est vrai. Après aussi, petit truc, parce que ça concerne peut-être beaucoup des gens qui vont nous écouter. Il y a aujourd'hui un enfant sur 4 qui a des allergies. Et donc, moi, j'ai des protocoles qui ont toujours fonctionné sur ma ex-femme qui était allergique, et avant qu'elle le soit à moi. C'est la coriandre. La coriandre, c'est un anti-allergisant fabuleux. Alors, soit en frais ou en paillettes, soit en poudre, hein, évidemment. Les deux fonctionnent. Et sinon, il y a évidemment dans la vitamine C qui peut jouer le rôle d'antihistaminique. Il y a le magnésium que l'on va trouver dans la châtaigne, mais là c'est uniquement en saison. Sinon les germes de blé, mais pareil, les germes de blé, c'est quand même un être qui avait l'envie d'être vivant, donc moi j'en consomme pas ou de façon exceptionnelle. Sinon, vous avez des suppléments comme celui-là, BioLife, Life Plus, là, qui il y a un taux de magnésium. Chaque jour, ça vous évite d'être en carence de magnésium. Et sinon, vous avez des riz comme le riz de Camargue qui est assez riche en magnésium. Vous avez certains aliments, vous tapez, les aliments riches en magnésium, les amandes ou autres. Toutes les noix sont assez riches en magnésium. Et ça va éviter les effets des crises d'allergie. Après, vous avez des fois, c'est pour ceux qui sont allergiques, par exemple, chez Biocosma, vous avez le désencylium. Désencylium, ce sont des œufs de caille où le fruit de 6 jaunes d'œufs de caille ont été mis dans un petit comprimé. Il y a un condensé de 6 jaunes d'œufs de caille sans le blanc. Et donc, ce comprimé est très efficace, mais il vaut cher. On est à 1 ou 2 euros le comprimé quand même. Donc, moi, à l'époque, je le faisais casser en deux quand même par ma femme. Hein, tu manges 3 euros, ça fait c'est comme 2 pièces. Bon, ça passe quand même, parce qu'il est petit. Mais donc, pendant les périodes de crise, elle en prenait un demi ou un puis un demi. Et puis après, elle en prenait un tous les 3 jours. Et en fait, les œufs de caille ont un effet qui est très intéressant. Voilà. Et rien qu'avec ces petites solutions, dont la dernière est un peu chère, mais les autres sont assez raisonnables, mais vous avez déjà un effet. Et puis après, il faut savoir que les allergies augmentent avec le café, avec l'alcool. Donc évidemment, vous évitez complètement la caféine ou le café si vous êtes allergique. Il faut... Et puis le sucre aussi, hein, il y a des antivitamines, il y a des pro-allergisants. Donc toutes ces informations se trouvent sur le net en cherchant un petit peu. Et voilà. J'espère qu'avec déjà ces éléments, tous ceux qui ont ces petits soucis de santé, de surpoids, vont pouvoir, on va dire, trouver matière à avoir un meilleur état de santé. Puis ceux qui veulent aller dans le détail sur le microbiome, par exemple, ils peuvent acheter, alors c'est un petit peu cher, je crois que c'est 25 € la boîte d'une centaine de comprimés, le Aphna alvei, qui est une bactérie qui évite la prise de poids. Donc ça aussi, vous prenez la bactérie pendant un mois et vous perdez 5 ou 6 kilos assez facilement. Et si, par exemple, vous prenez le comprimé et vous le mettez dans le produit dont j'ai parlé juste avant, et vous faites une cure au début, et puis après vous entretenez juste pour que ça se reproduise, eh bien, vous allez entretenir la flamme, on va dire, de la bactérie avec des supports ou avec un petit peu, comme j'en avais parlé dans l'épisode précédent, de purée refroidie. Et vous allez susciter avec les fibres et la purée la reproduction de ces bactéries et ne pas engraisser le pharmacien qui vous vend ça ou le vendeur sur Internet qui vous vend 25 € les 100 giles. C'est le Aphna. Voilà, ça s'appelle le Aphna alvei, H-A-F-N-A, plus loin, A-L-V-E-I avec un tréma.
Et voilà, c'est une bactérie qui fait perdre 5-6 kilos dans le mois et qui est hyper à la mode. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de savoir la multiplier dans votre ventre gratos plutôt que la racheter à bloc tout le temps. Voilà, et ça, c'est un que Ouais. pour les personnes qui sont déjà en surpoids net avec un IMC au-dessus de 25. Mmh. Si vous êtes en dessous de 25, eh ben, vous essayez de faire un travail plutôt hygiéniste, sportif, etc. Et si Ouais. jamais vous achetez cette bactérie, il ne faut absolument pas que ça remplace tous les éléments qui vous ont été donnés avant sur la qualité de l'eau, sur les évitements de tout ce qu'il y a à ne pas faire. Et vous aurez toujours Ouais. des gains supérieurs ne faisant pas certaines choses plutôt qu'en achetant des produits ou en consommant à excès certains. Pardon, j'ai pas entendu. Ouais, faut un préventif, ouais. Faut toujours faire du préventif. Faut pas le faire du correctif. C'est ça que tu veux dire en fait. Oui, à un moment, je crois que voilà, le son était pas top. À un moment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Ouais. Non, je disais, il faut toujours faire du préventif, c'est mieux que du correctif. Oui, mais c'est surtout, disons, tout ce qui est à ne pas faire doit être mis en place dans les habitus avant ce qu'il faut acheter. Oui, parce oui. que, Il faut c'est éviter de faire tellement plus des rentable. erreurs, effectivement. Ouais. Des erreurs alimentaires. Ouais, c'est bien. Voilà, bon, bah là, on a Parfait. fait C'était vraiment 3 super. points sur les 30 que je voulais faire. Ah oui, donc, oui, hier on a abordé 2, et là aujourd'hui on en a abordé qu'un. Oui, c'est ça, hein. Tu as parlé du diabète. Voilà, le diabète, le microbiome, et on a traité la question de l'eau et un peu la chronobiologie, on va dire, anthropologique. D'accord. Bon, On regarde un petit peu pour l'épisode 3 du coup. Ouais, il y en a. On va Allons-y souhaiter une bonne nuit pour ceux qui nous écouteront le soir et bonjour pour ceux qui nous écouteront le matin. Voilà. C'est intemporel. Les vidéos sur YouTube. Bon courage à tous ceux qui vont mettre en place une partie de ces choses-là et qui en feront leurs habitudes, puisque c'est là où ce sera intéressant. C'est que tout ça va faire que, une fois que le style est pris, en fait, vous ne pourrez pas ne pas avoir ressenti les bienfaits et ne pas être accro à ce qui, ne serait-ce qu'une marche digestive ou un peu de sport aussi pour baisser l'index glycémique après repas. Le fait de bouger un peu après le repas, d'avoir quelques mouvements de contraction qui vont libérer le taux de glycogène des muscles, qui vont permettre l'absorption, vous allez voir que moi, je ressens quand je travaille chez moi, je ressens le besoin de bouger dans le quart d'heure, le demi-heure qui suit le repas, quoi. Et vous allez ressentir ça aussi, peut-être demander la pause prière, mais pas pour les 5 prières par jour, mais oui, pour la gymnastique ou le mouvement, ou pour quelque chose, vous allez demander à votre employeur, ou vous allez, on va dire, préférer aller à un restaurant qui est un petit peu loin de votre bureau que celui qui est juste en bas, et comme ça, vous ferez 500 mètres au lieu de 30. Ouais. C'est le but, ouais. c'est ça. La petite balade digestive, comme on dit. Hein. Ouais. C'est bien. Bon, super. Merci encore François pour tous ces précieux conseils pour que les gens puissent retrouver des bonnes habitudes alimentaires. Voilà. Et puis donc, rendez-vous pour l'épisode 3. Donc, on va vous dire au revoir. Au revoir les amis, bonne mise en pratique. Merci. Et bon courage. Plus tard.